Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire des années 1930. Installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Veronica Gideon était née en 1917 à Astoria, un quartier de l'arrondissement du Queens à New York. Elle vivait avec son père, Joseph, sa mère, Mary et sa sœur aînée, Ethel. Elle a eu une éducation modeste et a fréquenté le lycée William Cullen Bryant. Ses parents étaient venus aux États-Unis de Hongrie en 1907, une période où de nombreux Hongrois quittaient leur pays natal pour émigrer en Amérique du Nord. Entre 1880 et 1920, on estime que plus d'1 million de Hongrois sont arrivés aux États-Unis. Attirés par des opportunités économiques, ils répondaient à la demande des entreprises américaines désireuses de recruter une main-d'œuvre bon marché pour maintenir et développer leur potentiel industriel. De nombreux immigrés hongrois espéraient un jour retourner en Hongrie avec suffisamment d'argent pour acheter des terres. Veronica est devenue une jeune femme attirante, désireuse d'améliorer son mode de vie. Lorsqu'elle a terminé ses études, elle a trouvé du travail comme mannequin. Cependant, elle ne travaillait pas dans l'industrie du mannequinat de mode. À la place, elle a posé pour des publications plus exotiques. Très naturelle devant la caméra, elle est vite devenue la favorite de nombreux photographes qui l'ont recommandée pour divers travaux commerciaux. Souvent vêtue de façon légère, elle apparaissait dans des magazines de fiction policière comme Inside Detective et Pulp, et lorsqu'elle figurait en couverture, les magazines se vendaient souvent entièrement dans les magasins et kiosques de toute la ville. Cependant, en 1937, une jeune femme qui participait à ce type de mannequinat était parfois considérée comme quelqu'un ayant peu d'intégrité morale. Les parents de Veronica ont divorcé alors que sa carrière débutait. Néanmoins, ils sont restés en assez bons termes et étaient tous deux déterminés à aider leur fille de toutes les manières possibles. Après le divorce, Veronica et sa sœur aînée Ethel ont vécu avec leur mère dans un appartement au 5e étage du quartier de Turtle Bay, où, afin de gagner un peu plus d'argent, Madame Mary Gideon a pris des pensionnaires. En 1937, Pâques tombait tôt. Le dimanche de Pâques était le 28 mars. Les États-Unis traversaient encore les dernières phases de la Grande Dépression, qui avait commencé 9 ans plus tôt, en 1929. Au printemps 1937, le chômage restait élevé, et l'économie avait connu un nouveau recul. La production industrielle recommençait à baisser, et beaucoup de gens voyaient leurs heures de travail diminuer. Ainsi, Pâques serait une bonne distraction pour les nombreuses familles qui avaient traversé ces temps difficiles. Bien qu'ils soient divorcés, Monsieur et Madame Gideon avaient accepté de passer le 28 mars ensemble avec leur fille Véronique et Ethel, ainsi que le mari d'Ethel, puisqu'elle s'était récemment mariée. Monsieur Joseph Gideon fut le premier à arriver à l'immeuble de la 50e rue Est. Il se réjouissait de passer le jour de Pâques avec ses filles, bien qu'il soit un peu nerveux à l'idée de revoir son ex-femme Mary. Cependant, il fut surpris de ne pas pouvoir entrer dans l'immeuble et de ne recevoir aucune réponse lorsqu'il appuya sur la sonnette. Il décida donc d'attendre Ethel et son mari. Il savait qu'ils arriveraient bientôt et se demanda si la sonnette fonctionnait. Mais quand Ethel arriva, elle non plus n'obtint pas de réponse. Sûrement, Mary et Véronique n'étaient pas sorties. Après tout, elles avaient fait des projets. Finalement, un autre résident quitta l'immeuble, permettant à Monsieur Joseph Gideon, sa fille Ethel et son gendre d'entrer. Cependant, lorsqu'ils montèrent au 5e étage, personne ne répondit non plus dans l'appartement. Un peu inquiète, Ethel déverrouilla la porte. Elle avait toujours une clé pour l'appartement, mais pas pour l'immeuble. Joseph est entré le premier. Il a rapidement regardé autour de lui, mais rien ne semblait particulièrement anormal. Appelant sa fille, Monsieur Gideon est ensuite entré dans la chambre de Véronique, où il est tombé sur une scène macabre. Il a découvert les corps partiellement vêtus de son ex-femme, Mary Gideon, et de sa fille Véronique. Il semblait que Mary avait été étranglée et poignardée, et que Véronique avait été étranglée. Dans une pièce voisine, il a vu un 3e corps, cette fois celui du pensionnaire de la maison, Monsieur Frank Burns, un serveur anglais sourd qui avait été poignardé à plusieurs reprises. Il semblait que Frank avait dormi durant le chaos et avait été mortellement poignardé à plusieurs reprises dans son sommeil. Monsieur Gideon a immédiatement appelé la police. Bien que la mannequin de 20 ans fût fiancée, une enquête sur le crime a révélé que Véronique était rentrée ivre d'un rendez-vous vers 3 heures du matin. 50 minutes plus tôt, Charles Robinson, un voisin de l'étage supérieur, avait remarqué que la porte de l'appartement des Gideon était partiellement ouverte et la refermait. Les détectives pensaient que Frank et Mary étaient déjà morts, avant que Véronique ne rentre chez elle et que l'agresseur avait attendu son retour. Bien que les 2 corps féminins aient été laissés partiellement nus,
le médecin légiste a déterminé qu'il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle sur l'une ou l'autre des femmes. Étrangement, lors de l'examen médico-légal de la scène du crime, la police a trouvé une sculpture faite d'un morceau de savon. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Les détectives ont d'abord concentré leur attention sur un jeune homme qui conduisait occasionnellement pour la famille. Il s'appelait Stephen Butler. Il arrivait parfois à Stéphane d'accompagner Véronique à ses séances photos. Et il était évident pour tout le monde qu'il était quelque peu épris d'elle, même si elle ne partageait pas ses sentiments. Cependant, il était très bouleversé par l'assassinat de Véronique. Ils sont ensuite passés à un autre suspect, l'ex-mari de Mary Gideon et le père de Véronique, monsieur Joseph Gideon. Ils avaient été surpris par sa réaction au meurtre. Il n'avait montré aucune émotion et, lors de l'entretien, il ressortait clairement qu'il tenait Mary responsable de l'échec du mariage. C'était un homme assez religieux, et il a dit aux policiers qu'il ne pensait pas que sa fille cadette avait choisi une carrière appropriée. Après vérification de leurs alibis, ces suspects ont été rapidement écartés. Ils se sont concentrés sur un suspect, un homme ayant logé chez Madame Gideon et développé une obsession malsaine pour sa fille aînée, Ethel. Il s'appelait Robert George Irwin. Il avait 29 ans et était né le 5 août 1907 à Arroyo Seco Park, près de Pasadena, en Californie. Ses parents étaient des chrétiens dévoués, et il avait en fait été nommé Fénélon Arroyo Seco Irwin, d'après la rivière voisine, et l'un des théologiens préférés de son père, François Fénelon. Cependant, au grand désarroi de ses parents, il changea son nom pour Robert George Irwin afin d'honorer son idole philosophique, l'agnostique Robert J. Ingersoll. La police a découvert que le père de Robert avait quitté sa famille avant ses 3 ans, la laissant totalement ruinée. Quand un juge aux affaires familiales a dit à Robert qu'il pouvait apprendre un métier dans une maison de redressement d'État, il s'est porté volontaire et y a passé 15 mois. Il idolâtrait Laredo Taft, l'un des principaux sculpteurs américains de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Plus tard, il est allé vivre avec la famille de Laredo Taft. Jeune adulte, Robert avait travaillé pour une entreprise de statues de cire à Los Angeles où il sculptait des bustes commerciaux du président Roosevelt et d'autres personnalités célèbres. Il a ensuite déménagé à New York pour poursuivre d'autres passions. Il était considéré comme instable et parfois violent, et avait déjà tenté de s'émasculer avec un rasoir. À la suite de cela, il a séjourné dans un hôpital psychiatrique d'État. À sa sortie, il a emménagé dans une pension appartenant à Madame Mary Gideon et, pendant son séjour là-bas, il a eu un béguin pour Ethel, mais Ethel ne partageait pas ses sentiments. Déçu par ce rejet, Robert a ensuite été admis au Rockland State Hospital à Orangeburg, New York, où il a reçu un traitement psychiatrique supplémentaire pendant 2 années avant d'être libéré à l'été 1936. À cette époque, Ethel avait épousé un homme nommé George Kunda. Robert, toujours attiré par Ethel, a réalisé une sculpture d'elle, mais après avoir découvert qu'elle était mariée, il a ajouté un cobra à la sculpture qui s'enroulait autour de son cou. Il s'est ensuite inscrit comme étudiant à Theological School of St. Lawrence University à Canton, New York, mais il a été expulsé le 18 mars 1937, seulement 10 jours avant Pâques, en raison de son instabilité mentale.
Après avoir été expulsé, il avait loué une chambre pour une journée à New York. La maison se trouvait à seulement quelques pâtés de maison des appartements de Mary Gideon, où il avait déjà logé auparavant. Le jour des meurtres, Robert avait été vu près de l'East River, où un passant inquiet lui a parlé alors qu'il affirmait qu'il allait se noyer. Il a ensuite été vu marchant près de l'immeuble d'East 50th Street, où Madame Mary Gideon vivait avec sa fille Véronique et leur pensionnaire, Frank Burns. Le 7 avril, la police a fait de Robert Irwin son principal suspect. Sa photo a été diffusée dans tout New York et une vaste recherche policière a suivi. Cependant, Robert Irwin était introuvable. La police a été alertée pour une valise abandonnée trouvée à Grand Central Station. Lorsqu'elle a été ouverte, l'un des objets trouvés était un réveil, qui était la seule chose qui avait été prise dans l'appartement de Mary Gideon. Cependant, au fil des jours, la police a commencé à penser que Robert Irwin avait déjà quitté l'État. Sa photo a été envoyée aux journaux nationaux, qui n'avaient pas besoin d'excuses pour publier l'histoire du triple meurtre. Ils savaient que placer la photo de Robert Irwin à côté de celle de la belle Veronica Gideon susciterait l'intérêt du public pour l'affaire et augmenterait sans aucun doute leur vente. Cependant, ce n'est qu'à la fin du mois de juin qu'une employée de l'office du Cleveland State Hotel a vu une photo de Robert et a remarqué l'étrange ressemblance qu'il avait avec un garçon de bar qui venait de commencer à travailler là-bas. Le garçon de bar, se faisant appeler Bob Murray, a été approché par la femme de chambre qui lui demanda s'il avait entendu parler de Robert Irwin. Peu de temps après, Bob Murray a vidé son casier et a disparu. La femme de chambre a informé la police et, une fois de plus, la recherche de Robert Irwin s'est intensifiée. L'intérêt du public pour l'affaire a été ravivé lorsque les meurtres du dimanche de Pâques ont de nouveau fait la une des journaux. Les premières pages présentaient des titres comme « Beauté assassinée », souvent illustrés par l'une des photos les plus séduisantes de Veronica. La police, cependant, semblait incapable de retrouver leur suspect. Peu de temps après, le Chicago Tribune a reçu un appel étrange d'une personne prétendant être Robert Irwin et proposant de se rendre contre une certaine somme. Le rédacteur en chef a cru à une blague et n'a pas enquêté sur l'appelant. L'appelant mystérieux a ensuite contacté le propriétaire du Chicago Herald Examiner qui, heureusement, a pris l'appel plus au sérieux. Il a organisé une rencontre avec cette personne qui prétendait être Robert Irwin et il a été convenu que le journal paierait 5 000 $ et fournirait à Robert un nouveau costume en lin blanc en échange d'un récit exclusif, après quoi il se rendrait. L'appelant était en effet le suspect Robert Irwin et, après l'avoir interviewé pour un article exclusif et une confession, le propriétaire du Chicago Herald Examiner a organisé son vol vers New York où il a été remis à la police. Dans sa confession publiée, Robert a déclaré qu'il voulait tuer Ethel, la personne qui lui était la plus chère, mais qu'il avait accidentellement tué les autres. Il a dit aux journalistes qu'il était allé à la maison pour chercher Ethel car il voulait la décapiter et faire un masque mortuaire, étant très blessé par le fait qu'elle ne l'aimait pas alors que lui l'aimait. Il a expliqué que, pendant qu'il était dans les appartements, il est tombé sur Mary et ils ont discuté un moment, mais il a finalement découvert qu'Ethel n'y vivait plus, et cela l'a rendu fou. Il a étranglé puis poignardé Mary après qu'elle lui a demandé de partir. Lorsque Véronique est rentrée, Robert a dit l'avoir étranglée après qu'elle ait prononcé son nom, sachant qu'elle pourrait l'identifier. Après cela, Robert a dit qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une autre chambre occupée par le locataire, Frank Burns. Il a dit qu'il était entré dans la chambre et avait poignardé Frank à mort parce qu'il ne voulait laisser aucun témoin. C'est cette confession rémunérée qui a failli envoyer Robert George Irwin sur la chaise électrique. Dans sa confession ultérieure aux enquêteurs de la police de New York, Robert s'est comparé à une radio. Il a dit « Bob Irwin n'est rien. Je ne suis qu'un récepteur, un appareil extrêmement imparfait, qui peut capter de façon indistincte l'esprit divin. Vous avez déjà entendu une radio qui ne fonctionne pas bien. Vous tournez les boutons, cela grésille. Parfois seulement nous captons la musique pure et claire. Le but de toute ma vie était de me perfectionner afin que le récepteur puisse toujours capter la musique divine dans sa meilleure qualité. » Robert a été arrêté et inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre. Après un examen de santé mentale, il a été jugé normal, sans aucun signe de trouble mental. Son procès a commencé à l'automne 1938 et a suscité beaucoup d'intérêt public, et les photos de Véronique sont de nouveau apparues à la une des journaux. Au cours de son procès, Robert Irwin a plaidé coupable de 3 chefs de meurtre au second degré, une décision prise dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour éviter la peine de mort, et dans le cadre d'une promesse selon laquelle un pantalon qu'il avait abandonné dans une valise laissée à Grand Central Station en 1937 lui serait rendu. Il a été condamné à 139 ans de prison,
99 ans pour le meurtre de Frank, 20 ans pour le meurtre de Mary et 20 ans pour le meurtre de Véronique. Il a ensuite été envoyé à la prison de Singh pour un examen psychologique. Là, les médecins de la prison l'ont déclaré sans aucun doute fou. En conséquence, le 10 décembre 1938, il a été transféré à Matawan, un établissement d'État pour les criminels aliénés, à Fishkill, dans l'État de New York. Là, il a passé le reste de sa vie jusqu'à sa mort d'un cancer en 1975. Avec la forte médiatisation du procès, l'affaire du meurtre de la belle Véronica Gédéon avait réussi à attirer l'attention sur l'exclusion des femmes des jurys dans les affaires de meurtre au premier degré à New York. Le soir des premières audiences du procès a commencé par l'annonce du commissaire par intérim qu'aucun des jurés n'était une femme, malgré l'adoption d'une loi autorisant expressément les femmes à siéger comme jurés. Le lendemain, les tribunaux de New York ont commencé à inscrire des femmes sur la liste des jurés pour ce genre d'affaires. On pense que Robert Irwin n'a été capturé et traduit en justice que parce que le vaste portfolio de photos séduisantes de Véronique avait maintenu l'affaire à la une des journaux à travers le pays pendant des mois. La médiatisation a finalement conduit à son arrestation. On ignore pourquoi Robert Irwin a écopé de 99 ans pour le meurtre de Frank, mais seulement 20 ans pour le meurtre de Mary et 20 ans pour le meurtre de Véronique. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.